minutes, place à la revue de presse. Une revue de presse à suivre simultanément sur les antennes de Suite FM dans le cadre d'un matin pas comme les autres, présenté par Rodrigue Nono. À Douala, Jean-Jacques Zé est confortablement installé. Bonjour Jean-Jacques. Madame, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour une autre revue de presse. Qu'est-ce qu'on doit retenir concernant bien sûr les parutions de Douala? On a un magazine pas comme les autres, c'est pratiquement un volumineux document en termes de nombre de pages, mais également d'informations proposées par l'Expression du Centre Magazine qui revient à les kiosques ce matin avec un dossier spécial sur cette hirondelle qui annonce le printemps, parlant ainsi du président Paul Biya. C'est d'ailleurs la grande une affichée par ce journal ce matin qui reparcourt la carrière politique du président Paul Biya, les ambitions du chef de l'État camerounais. Le journal nous replonge en tout cas dans une sorte d'évocation historique avec des points essentiels. La démission du président Amadou Ahidjo, la transition, le fameux coup d'État manqué du 6 avril 1984, les réactions qui ont suivi. Mais le journal est davantage d'actualité en présentant en 14 points pourquoi le Cameroun aujourd'hui brille sous Paul Biya, celui-là qui a apporté la stabilité et l'équilibre des pouvoirs. Pour le premier point, le journal parle de la transformation visible de la vie politique dans notre pays, annonçant également une certaine redynamisation du mouvement syndical au Cameroun et un paysage médiatique diversifié avec en plus une presse suffisamment agressive, un pays qui s'enrichit des moyens économiques mais également des relations internationales. Le point diplomatique salué également par l'Expression du Centre ce matin avec un cadre macroéconomique qui reste stable dans notre pays, des points tels que la santé qui est en voie de démocratisation, mais également les actions diplomatiques telles que la résolution de la crise de Bakassi, la lutte contre la criminalité. Il y a 14 points donc que le journal a retenu pour accompagner et encadrer l'action du président Paul Biya, qu'il présente d'abord comme un homme pas comme les autres. Mais ce qui est important à lire dans ce magazine, on l'a dit, volumineux, c'est de retrouver en tout cas les photographies des personnalités incroyables qui ont eu à accompagner le président Paul Biya. Certaines sont toujours en activité aujourd'hui, certaines de ces personnalités avec des photographies qui datent pratiquement de 1975 et parlant justement de cette année, l'année du premier gouvernement de Paul Biya lorsqu'il était Premier ministre, chef du gouvernement. On retrouve également dans ce gouvernement intégralement proposé avec des photographies par notre confrère ce matin, certaines de ces personnalités-là qui sont toujours aux affaires et qui accompagnent le président Paul Biya. Il y a également le gouvernement d'après le putsch manqué de 1984. On lit bien quels étaient les choix stratégiques et politiques du président Paul Biya à cette époque-là. Et puis il y a le combat, celui pour l'émergence en 2035. Ce combat, non seulement piloté par le président Paul Biya avec des chevilles ouvrières et des leviers très importants. On cite les cas Edgar Alem Bengo, le président chargé de la Défense. On cite également l'élu Paul Motazé. On parle également de Jean-Baptiste Bokam, de Basile Atonakuna, qui sont des opérateurs en tout cas actifs de la mise en place justement de ce Cameroun émergent en 2035, sans oublier des ministres tels que Mwenchou du développement urbain et de l'habitat. Dans tous les cas, le journal est complet là-dessus. Surtout, il est particulier en termes de photographie. Certaines photographies sont d'ailleurs inédites, des rencontres, disons, assez secrètes entre le président Paul Biya et Amadou Ahidjo, son prédécesseur, des concertations avec certains hommes, Henri Bandolo ou Aïssi Vodo, mais également ces hommes-là qui ont eu à échapper miraculeusement, on va le dire ainsi, au 6 avril de 1984. On les appelle ici les rescapés de Marafa Amidou Yeya à Darkalou Daïsala, en passant par les Amadou Vamoulke, les Adama Moudi. Ils ont eu chacun un rôle là-dessus et beaucoup ont pu échapper à ce qu'on avait appelé les escadrons de la mort ou les grandes prisons à cette époque-là. C'est à lire absolument dans l'Expression du Centre Magazine qui nous propose également un dossier sur la célébration du cinquantenaire de la réunification en préparation du côté de Buea. Mais le Messager, à travers Célestin Lingo ce matin, lit les 50 ans d'existence, entre guillemets, du Cameroun, mais surtout d'omniprésence de quelques personnalités. C'est cet éditorial-là en Rivière. 50 ans après, ils sont toujours aux affaires. Célestin Lingo a listé justement certaines de ces personnalités, en commençant par le président Paul Biya, élu chef de l'État en 1982, en tout cas qui arrive au pouvoir de façon constitutionnelle en 1982, mais qui est aux affaires depuis 51 ans aujourd'hui. Amadou Ali, qui est aux affaires depuis 38 ans pratiquement. Jean Koueté est là depuis 39 ans. Bello Bouba Maïgari depuis 41 ans. Laurent Esso depuis 25 ans. Ils sont toujours là, 50 ans après
la liste est assez longue. Les Kaba Yégué Dibré, les Ayan Luc, qui ont d'ailleurs été Premier ministre dans ce pays, mais qui sont aux affaires depuis de nombreuses années aujourd'hui. Adolphe Moudiki, c'est une liste de personnalités proposée par Célestin Lingo et qui s'accroche et qui éternellement aux affaires et au pouvoir dans notre pays. Le journal s'inspire également de la correspondance signée Albert Zongan. Honte à nous, honte à vous, honte à tous. C'est le pied de une de Le Messager ce matin qui reprend en tout cas cette lettre ouverte du président de la Dynamique adressée à plusieurs personnalités en commençant par dire honte à nous et à vous, parlant ainsi des partis politiques qui n'ont pas réagi à la suite des sanctions qui ont été retenues contre quelques journaux dans notre pays par le Conseil national de la communication. Il pense justement que ces hommes politiques-là ont manqué l'occasion de s'exprimer et d'appeler davantage à la liberté d'expression dans notre pays. Honte à vous également, éditeurs, journalistes qui ont timidement accompagné justement ou encadré ou soutenu ceux qui ont été si frappés. Il est d'ailleurs étonné, Albert Zongan, de lire que certains de ces journalistes ont fini par dire que les journalistes finalement frappés sont allés un peu trop loin, qu'ils auraient même exagéré. Honte également à ceux des journalistes qui sont membres du Conseil national de la communication, qui ont aussi loupé l'occasion, par exemple, de démissionner et de rester indépendants. Il ne suffisait pas de critiquer après coup parce que le mal était déjà fait. Honte aussi à ces hommes d'église-là qui ont choisi justement le côté temporel et qui accompagnent beaucoup d'actions de l'État avec les soutanes et recueillent ainsi beaucoup d'argent. Cet argent qui n'est malheureusement pas reversé dans le fonctionnement de l'Église catholique. Ils ont également oublié que ce que prêche par exemple l'Église, pas seulement catholique, l'Église de façon générale, c'est le pardon et non le châtiment. Mais on se rend bien compte que ce qui est mis à l'avant, notamment du côté du Conseil national de la communication, c'est le châtiment, dit Albert Zongan dans cette correspondance à lire intégralement dans les colonnes de Le Messager ce matin. Le journal de Feu Punzawi qui consacre sa grande une à cette marche en arrière de Barack Obama. Le président américain, Barack Obama, tend la main à Biya. C'est le grand titre choisi par le journal ce matin. Oui, Paul Biya est invité parmi les plus de 40 dirigeants du continent noir à participer à une rencontre aux États-Unis. Une rencontre, dit-on, entre le 5 et le 6 août 2014. Ce sera un sommet qui va rassembler donc 47 chefs d'État africains et la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le point principal de cette rencontre-là, c'est l'aspect économique avec son corollaire, la sécurité et la démocratie. Mais le journal constate justement que Barack Obama a finalement cédé aux demandes de ses conseillers qui lui demandaient justement de s'ouvrir au continent africain, notamment sur le plan économique. Il ne va plus tenir rigueur, comme c'était le cas par le passé et parmi les invités. Le journal cite bien le président Paul Biya, même si pratiquement certains États sont mis hors jeu. La Centrafrique qui est en train de renaître pratiquement, Madagascar, l'Égypte, Guinée-Bissau, l'Érythrée, le Soudan et le Zimbabwe ne sont pas invités à cette rencontre-là du côté des États-Unis. L'œil du Sahel est dans les kiosques ce matin et nous annonce justement que le gouverneur de la région du Nord s'oppose à la tenue du colloque sur Amadou Ahidjo. Ce colloque est programmé pour le mois de février prochain. C'est un colloque qui implique des organisations de la société civile, mais également des hommes politiques, évocation ou devoir de mémoire. Mais on apprend dans ce journal que Joseph Otto Wilson demande que cela se tienne ailleurs que dans le Nord. Il aurait appelé d'ailleurs les organisateurs et aller faire leur affaire là. Peut-être à Yaoundé, le siège des institutions, parce qu'Amadou Ahidjo était le président de la République et qu'une réflexion autour de l'ancien président de la République du Cameroun devrait se tenir du côté de Yaoundé. Il a d'ailleurs demandé à l'un des porteurs de ce projet, qui est le frère du ministre des Finances, Abdoulaye Ousmane Mé, en lui demandant justement pourquoi Garoua. Est-ce qu'il a même demandé l'avis des membres de sa famille? Est-ce qu'il sait quelles sont les positions de sa famille dans le régime actuel? Son père d'ailleurs qui était gouverneur, ses frères qui sont aux affaires, dont le ministre des Finances, comme on l'a dit. C'est un peu une grosse désolation qu'affiche cet homme qui pense que, telles que vont les choses, il n'est pas sûr que ce colloque va se tenir du côté de Garoua. La grande une est une réaction, pas d'homme politique, mais des journalistes ou du journal L'Œil du Sahel ce matin. Le RDPC va-t-il sanctionner son député Mandjo? C'est le grand titre choisi par notre confrère ce matin qui a certainement lu et relu les sorties médiatiques de Peter William Mandjo, le député à l'Assemblée nationale, dans les colonnes de Le Messager
et dans les colonnes du journal Mutation, où il a fustigé justement la gestion des forces de défense dans notre pays, où il parlait beaucoup plus de gabégie et de parade, alors que la sécurité n'était pas bien menée dans l'État du Cameroun. L'Œil du Sahel pense que c'est un acharnement médiatique contre Edgar Alain Mebengo, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Acharnement médiatique qui pourrait saper le moral des troupes qui sont engagées sur quelques fronts au nord et à l'est, justement, y compris à l'extérieur, du côté de la République centrafricaine. Il pense justement que cette sortie de celui-là qui est membre de la commission à la défense du côté de l'Assemblée nationale est un cas d'indiscipline au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et que le RDPC ne devrait pas laisser échapper cet acte d'indiscipline étant donné qu'il a déjà eu à sanctionner le parti de Paul Biya quelques cas d'indisciplinés, dit le journal. D'ailleurs, il cite des noms tels que Ngakoumda, le député sortant du côté de la Lekié, avec une question de celle des personnes rencontrées. Mais où est-il donc maintenant ce Ngakoumda qui s'était attaqué vertement au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation? On parle également du cas d'Ama Modi qui a été ramené à des proportions plus disciplinées et qui finalement est sorti du Parlement. Le journal pense qu'on devrait peut-être faire pareil pour Peter William Manjo, qui aurait peut-être oublié le contexte dans lequel il prononce justement, où les faits s'est sorti médiatique, le contexte marqué par l'attente du remaniement et toute la fébrilité qui accompagne cette attente-là, mais le contexte également dominé par l'engagement de quelques troupes camerounaises sur quelques fronts tels que dit précédemment. De post-weekender et dans les kiosques ce matin avec cette information assez surprenante quand même sur le nombre d'avocats que compte notre pays. 2000 avocats seulement pour 20 millions d'habitants. Le bâtonnier pense que c'est très peu. Ce n'est même pas du tout normal pour l'État, pour la République du Cameroun au moment où un concours est ouvert pour le recrutement, entre guillemets, des avocats au sein du barreau de notre pays. Il essaye de faire justement une projection sur l'état de santé du barreau camerounais, mais avec cette insuffisance suffisamment criarde. Le journal nous propose aussi un document très important, puisque c'est le débat de l'heure sur le code de la nationalité au Cameroun. Sans commentaire, le journal permet à chacun de lire ce qui est prévu en matière de code de la nationalité dans notre pays, étant donné que ce code date pratiquement de 1968 et qu'il serait à l'origine de ce qui se fait appeler aujourd'hui l'affaire Didier Yango du côté de la SOCAM. À lire aussi dans les kiosques ce matin, Relais d'Afrique, le journal parle de microfinance en annonçant justement que les actionnaires sont en train de se mobiliser pour la réouverture de Cofines. C'est le grand titre choisi par le journal Relais d'Afrique ce matin au moment où quelques attentes sont encore nourries, notamment par les épargnants, mais le journal semble avoir le scoop là-dessus, que les actionnaires ne veulent pas laisser tomber l'OBP de la compagnie financière de l'Estuaire et seraient même en train d'œuvrer pour mobiliser des fonds nécessaires à l'effet de ressusciter cette structure dont la mort, entre guillemets, a créé justement de nombreux dégâts. La voix de la cité dans les kiosques et nous parle justement du logement social dans notre pays. C'est un engagement de l'État du Cameroun. Où en est-on justement avec ce grand projet qui permet de rebâtir nos grandes villes avec des projets phares à Olembe, à Mbanga Bakoko, où le bonheur semble revivre selon la descente effectuée par la voix de la cité de ce côté-là. Le mensuel nous propose également des interviews importantes en la matière, notamment Manfred Mbassa, qui est le directeur général de la Société de l'aménagement de Douala, la SAD, mais aussi Philippe Nwanga, le directeur général de l'Abogini, qui revient justement sur la construction dans notre pays, mais un dossier très important à lire également dans le dossier, dans la voie de la cité, la décentralisation avec le transfert ou le partage de pouvoir. La question reste naturellement posée, mais aussi une question fondamentale posée par la voix de la cité ce matin. Nos mairies peuvent-elles créer de la richesse étant donné qu'elles sont appelées à fonctionner autrement? Peuvent-elles normalement créer des richesses? Nos différentes mairies, c'est une question de réflexion ce matin. Merci beaucoup Jean-Jacques. Madame, je vous remercie. Excellente journée à vous, messieurs. À vous, on se rend à Yaoundé. Est-ce que ce sont les mêmes informations qu'on aura à la une des différentes parutions de la ville de cette colline? Eh bien, on va le savoir tout de suite en retrouvant Ebel Olinga, qui ne s'est pas reposé dans Pouce. Il a lu pour nous les quotidiens et autres journaux paraissant à Yaoundé. Bonjour Ebel.
Bonjour Sofiane, merci de nous retrouver à Yaoundé. C'est presque les mêmes informations que développe la presse parue ici à Yaoundé. Et commençons par la météo Biebdo. Remaniement ministériel, la météo Biebdo dit savoir pourquoi Paul Biya ne remanie pas encore. Le journal de Dieudonné 20 pense que le président de la République, Paul Biya, serait en train de préparer un projet de loi modifiant la Constitution dans le sens de la nomination d'un vice-président. C'est la raison citée plus haut qui serait à l'origine de la longue attente du prochain gouvernement. La météo Biebdo pense que le chef de l'État réactivera l'axe nord-sud et des noms sont cités ici dans cet article qui se trouve à la 4e page. Entre-temps, le tri-hebdomadaire Le Soir révèle que ça chauffe au ministère de la Communication. Des directeurs demandent le départ de Issa Tiroma, Amadou Bello et Félix Zogo. Le journal de Armand Bianda précise que rien n'irait plus au ministère de la Communication à cause du conseiller technique numéro 1 de ce ministère. Celui-ci bénéficierait de plus de largesse de la part du chef de ce département ministériel. Félix Zogo serait en train de gérer tout et il serait même devenu une sorte de vice-ministre de la Communication. La goutte d'eau qui aurait débordé le vase est poussée à la signature de la pétition, c'est l'octroi de 800 millions de francs CFA de crédit au titre de l'exercice 2014 au conseiller technique numéro 1. Kouroussé, justement, les directeurs auraient envoyé à la présidence de la République une circulaire demandant le départ de Félix Zogo, Issa Tiroma Bakari du ministère de la Communication. Paul Biya va-t-il liquider ses enfants gâtés? Question à la une des tribunes d'Afrique de ce matin. L'hebdomadaire panafricain paraissant à Yaoundé au Cameroun questionne la survie de la confiance aveugle du chef de l'État vis-à-vis de certaines personnalités du sérail. Amadou Ali, Martin Bellinga et Boutou, Edgar Alain Mbongo, Laurent Esso, Jacques Famendongo, Louis-Paul Motazé, et la liste est loin d'être exhaustive. Paul Biya va-t-il renouveler sa confiance à ses barons et enfin gâter du régime ou alors va-t-il simplement les liquider? Le dossier de Tribune d'Afrique ainsi que l'éditorial de Faustin Dicam s'étendent sur ces questions dans ce numéro de Tribune d'Afrique. Mais la réponse à ces questions se trouve dans l'hebdomadaire Sans détour. Le journal de Nestor Diatou nous fait retenir des propos d'un président de section du RDPC que Paul Biya doit tout nettoyer. Pour honorer Zé Akono, c'est un gouvernement qui a déçu et ne mériterait plus la confiance du président de la République. L'homme politique de la région du Sud demande à Paul Biya de refaire son gouvernement en mettant un grand nombre de jeunes afin que ceux-ci donnent le ton de la jeunesse dans la gestion des affaires de l'État. Toutefois, il y a des jeunes qui n'ont pas attendu pour aller à la conquête du pouvoir. C'est d'ailleurs ce que nous révèle la principale une de l'hebdomadaire Sans détour, laquelle nous dit que le parti des jeunes patriotes libéraux n'est entre autres que le nouveau parti des frustrés du RDPC, s'alliant sur le biaïsme, en s'engageant à défendre fermement la vision et la ligne politique du président Paul Biya, ajoute Sans détour. Ce parti entend fédérer tous les frustrés des agissements des élites du RDPC. Et c'est tout naturellement que Ouest Echo, dans sa parution de ce jeudi matin, pense que Jean Kouété est face aux ennemis de l'intérieur. Ouest Echo nous dit que le RDPC est loin d'être un long fleuve tranquille. Au sein même du secrétariat général du parti proche au pouvoir, le secrétaire général serait plus que jamais dans le collimateur de quelques réactionnaires tapis dans l'ombre. La situation aurait pour à sa danse le projet de restructuration du comité central en tant qu'entreprise. Ceci devrait avoir, entre autres, avantage de soigner les maux tels que la corruption, l'individualisme et le trafic d'influence. Des avantages qui ne semblent pas faire de bonnes affaires pour certains cadres de ce parti. Nous poursuivons cette revue de presse avec Émergence, crise centrafricaine, Paul Biya dit non à la France, titre le quotidien Vert ce matin. Le journal de Magnus Biaga indique que Paris aurait pris l'hospitalité camerounaise offerte à l'ex-président déchu de la RCA comme étant un affront vis-à-vis de la France. L'article que signe Camille Jefferson, notre confrère, analyse l'attitude camerounaise qui jusqu'ici, par le silence remarqué du président Biya,
traduit la politique de non-ingérence et de non-intervention dans les affaires d'autrui. Mais le quotidien de l'économie nous fait remarquer que la crise centrafricaine aurait permis à la CEMAC, aurait permis de constater, autant pour moi, que la CEMAC et la CEAC se marchent dessus. Le sommet de N'Djamena, qui a abouti à la démission de Michel Djotodia, a servi de tremplin à l'épanouissement de la CEMAC, à l'épanouissement de la CEAC. La communauté économique des États de l'Afrique centrale aurait une montée qui inquiète et empiète la CEMAC. De l'avis des analystes de politique internationale, cet essor cacherait les ambitions de l'Angola, 5e puissance africaine annoncée en 2020, de chercher l'espace pour asseoir son influence, aidé dans ce projet par le Tchad, lui aussi ambitieux d'être leader dans la sous-région. Le quotidien de l'économie consacre à ce sujet 2 pages d'analyse avec une interview de Angelbert et Somba Bengono, expert en question d'intégration. Le pied de une du quotidien de l'économie s'intéresse aux finances publiques. Le journal de la valeur ajoutée parle de la stratégie du MINFI pour le budget 2014. Le sujet intéresse également Cameroun Tribune ce matin, lequel dit que Alamine Ousmane May, en ouvrant les travaux de la conférence annuelle de son département ministériel, a mis ses collaborateurs en garde contre des actes d'indiscipline habituels et prescrit le respect strict des procédures budgétaires et des règles de recouvrement. Autre sujet à la une du quotidien bilingue national ce matin, c'est cette information selon laquelle le Premier ministre Philemon Yan se représentera à Bangui, le président Paul Biya, à la prestation de serment de Catherine Samba Panza, la présidente de transition de la République centrafricaine. L'oreillette droite de Cameroun Tribune parle de la Coupe du Monde 2014. Le journal de Marie-Claire Nana nous fait savoir que 8035 billets sont disponibles pour le Cameroun. L'information a été donnée hier par le comité de normalisation au cours d'une rencontre avec la presse. Les détails à la 31e page de Cameroun Tribune. Restons en sport avec le championnat national, football professionnel, l'avenir des clubs en pointillé. Le titre barre la une du journal d'information de football de ce matin. Le journal de Abdul Karimou constate que le Cameroun est déterminé contre vents et marées à conduire le professionnalisme vers des lendemains qui chantent. Le bimensuel But consacre un dossier spécial dans lequel il jette un regard froid et critique sur l'effectivité de ce professionnalisme, les enjeux et les réticences d'un championnat à 19 clubs et la grosse interrogation autour du sponsor. Le journal d'Abdul Karimou s'est également donné le luxe de visiter les infrastructures sportives du Cameroun. Le bimensuel Inventory, un total de 10 stades pour 37 clubs entre la cuvette de Fandena, la relique de la capitale politique du Cameroun, le stade de la réunification qui se meurt à la capitale économique du pays, ou le stade omnisport de Bafoussam, ce fantôme de l'Ouest. Le journal But fait découvrir la face cachée de nos infrastructures sportives. Avant de terminer cette revue Soflan, signalons que l'épervier est disponible dans les kiosques. Le numéro qui vient de parvenir dans ce studio parle de la fortune publique et indique à ce sujet que les régions du centre et du sud battent le record des atteintes à la fortune publique. L'orphelin vient également d'arriver dans ce studio et sera disponible dans les kiosques ce jour avec une incursion dans les universités d'État. Là-bas, constate le journal de Christophe Tabi, magie noire, satanisme, homosexualité et secte ont envahi et dominent le quotidien des étudiants et des enseignants. Il y a également à lire le recueil des discours et interviews du président de la République, Paul Biya, la publication sous forme de livre du cabinet civil de la présidence est une brevière inédite pour étudiants justement et universitaires, hommes de médias, bref, pour tout citoyen. Et c'est terminé pour cette revue de presse. Rendez-vous à demain, s'il plaît à Dieu, et bonne continuation en compagnie de nos téléspectateurs. Merci beaucoup Ebel. À demain, si Dieu le veut, pour la dernière édition de la semaine. Une page de pub et tout juste derrière, Miss Déco.